6 août 1945. Après l'ultimatum lancé au Japon par les puissances alliées lors de la conférence de Potsdam et le refus de ces derniers vis-à-vis de la capitulation, les États-Unis répliquent en larguant la bombe atomique Little Boy chargée à l'uranium sur la ville nippone d'Hiroshima, dans la province de Shikoku. Pour la première fois de l'humanité, une arme d'une telle puissance provoque des dégâts d'une si grande ampleur. Jamais un tel bilan humain ne fut enregistré en si peu de temps dans l'histoire. L'explosion, la chaleur et les radiations provoquèrent un total d'environ 150 000 morts. Le bombardement nucléaire de la ville était pour les États-Unis un moyen de provoquer la capitulation du Japon, mais aussi d'impressionner l'Union soviétique, seconde puissance mondiale à cette époque. 3 jours s'écoulèrent sans que le Japon ne remette sa capitulation. Les États-Unis, sous la présidence de Harry Truman, étaient prêts à rééditer un bombardement d'une telle ampleur à nouveau sur le pays du soleil levant. Alors que la ville de Kyoto, centre historique japonais, avait été initialement choisie, ce sera Nagasaki qui sera retenue. Une nouvelle bombe est larguée, Fat Boy, le 9 août 1945. Près de 80 000 morts sont recensés, pour la plupart civils, tout comme Hiroshima. Ce n'est que le 14 août que le Japon, après les invasions soviétiques en Mandchourie, colonie japonaise, et les bombardements sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, que l'empereur Hirohito annonce officiellement la capitulation du Japon, en acceptant sans condition les termes de la conférence de Potsdam. Le 2 septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. Au tour de M. Shigemitsu, nouveau ministre des Affaires étrangères, les jaquettes coudoient les uniformes. Le Japon militariste a vraiment dû céder. Alors que les pays alliés fêtent leur victoire, les forces de l'Axe, dont le Japon, se retrouvent complètement ravagées après la guerre. Mais aujourd'hui, après tous ces événements, l'îlot demeure une grande puissance sur la scène internationale, étant la troisième puissance économique derrière la Chine et les États-Unis. Aux yeux de tous, le Japon apparaît comme un pays prospère, ayant su se relever de cette triste période qu'il a pu connaître, à la fin de la première moitié du XXe siècle. Mais alors, comment le Japon s'est-il relevé de la Seconde Guerre mondiale? Et comment a-t-il pu mettre en place cet essor économique qui lui permet aujourd'hui de figurer aux côtés des grands? Commençons par analyser l'état du Japon après la guerre. Le bilan humain de cette dernière, côté nippon, s'élève à près de 3 millions de morts, comprenant 300 000 civils, victimes pour la plupart des bombardements nucléaires. Ces derniers, ayant anéanti les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, les ont également rendues pratiquement inhabitables pendant de nombreuses années, cela dû aux radiations. Également, après la guerre, les États-Unis ont organisé un procès à l'égard des criminels de guerre japonais. Un procès similaire à celui ayant eu lieu à Nuremberg, se clôturant à peine en Allemagne. Les procès de Tokyo en 1946. Plusieurs hauts membres du gouvernement japonais furent jugés et condamnés, tels que Hideki Tojo, Premier ministre durant la guerre, accusé d'avoir été le principal responsable de l'entrée en guerre du Japon face aux États-Unis, mais aussi d'avoir commis de nombreuses atrocités dans les pays conquis. Une autre sanction majeure que connaîtra le pays sera de devoir renoncer à son armée, comme le stipule l'article 9 de la nouvelle constitution, rédigé par le général Douglas MacArthur. Ce même général MacArthur, envoyé par les États-Unis, sera chargé de s'occuper du pays et de le remettre sur pied par l'intermédiaire de l'administration japonaise et de l'empereur Hirohito. Il s'engage à reconstruire le pays en évitant par exemple la famine suivant la guerre, via l'importation de produits alimentaires depuis le pays de l'oncle Sam. Ce sera 3,5 millions de tonnes de stocks alimentaires qui seront importés, dont du sucre, de la farine ou encore du corned beef, permettant de combler les déficits de production locale. MacArthur met en place plusieurs réformes, qu'elles soient économiques ou sociales. Il organise une refonte fiscale de l'État, par exemple via la mission Choup, ou encore l'application du plan Dodge, promettant une indépendance économique japonaise. Toujours dans l'économie, il réduit le pouvoir des Zaibatsu, de grands conglomérats japonais puissants ayant participé grandement à l'effort de guerre durant l'industrialisation du Japon vers la fin du 19e siècle, tels que Mitsui, Mitsubishi ou encore Sumitomo. Ces noms ne vous sont peut-être pas inconnus, puisque bien que les États-Unis ont essayé de les démanteler, certains ont survécu, tels ceux cités précédemment, évoluant vers une forme plus décentralisée, les Kairatsu. À la différence des Zaibatsu, les Kairatsu ne sont plus sous la direction d'une même famille puissante du Japon, liée à l'État, mais évoluent à présent telle une entreprise. Cependant, elles participent grandement à l'industrialisation du Japon après la guerre en entretenant entre elles de forts liens financiers, leur permettant de résister aux aléas. Sous le commandement du général Douglas MacArthur, le système politique japonais est entièrement démocratisé, avec la perte de pouvoir que connaît l'empereur, la rédaction d'une nouvelle constitution, mais aussi
par la mise en place d'un parlement élu démocratiquement et d'un premier ministre responsable de l'État. En somme, sous l'époque MacArthur qu'a pu connaître le Japon de 1945 à 1949, le pays a réussi à se relever petit à petit de la guerre grâce à l'aide des Américains, contrôlant fermement sa restructuration et à se réaffirmer doucement mais sûrement sur la scène planétaire. En 1952, l'occupation américaine prend officiellement fin. Néanmoins, il ne quitte pas totalement le pays, en gardant des troupes sur place dans des bases américaines, veillant à la sécurité du pays et à sa stabilité. Cela est permis par le traité de sécurité nippo-américain, autorisant le stationnement de militaires américains au Japon, tel qu'à Okinawa, territoire surveillé avec précaution par les États-Unis. À présent que les Américains ont quitté l'archipel, après avoir restructuré un minimum le pays, comment l'État japonais poursuivra-t-il sa politique économique qui finira par donner l'image que nous lui connaissons aujourd'hui? À vrai dire, même si les États-Unis ont quitté le pays, ils entretiennent toujours plusieurs relations importantes avec le Japon. Alors qu'en 1954, le nationaliste Hatoyama est élu Premier ministre en réitérant son hostilité à l'égard de l'Amérique, il finit par apprécier la présence américaine, grand allié en temps de guerre froide. Il élargit la présence militaire dans la région et commence à s'engager économiquement avec le pays. La recherche de nouvelles technologies est fortement sollicitée, le Japon étant déterminé à égaler l'Occident économiquement parlant. Il souhaite ainsi s'affirmer via le devancement des autres États dans des domaines encore flous à cette époque. Les entreprises tirent donc parti de leur avancée technologique sur des domaines tels que la robotique, l'électronique ou l'hydrogène. Entre les années 50 et 80, le Japon connaît un taux de croissance spectaculaire. Cette croissance culmine entre 1965 à 1970 à travers le boom Izanagi, période où l'augmentation annuelle du PIB japonais augmentait de 11,5%. Ce boom économique fut engendré par les Jeux Olympiques d'été de 1964, se déroulant à Tokyo, événement important dans l'évolution miraculeuse nippone. Ces JO représentent beaucoup pour le Japon, car dans cette compétition sportive internationale attirant des millions de spectateurs, le pays émet sa volonté d'organiser l'événement pour montrer au monde qu'il s'était relevé de la guerre. C'est une occasion en or à ne pas rater pour le pays du soleil levant, et il est hors de question de passer pour un pays moyen en tant qu'organisateur d'un des tournois les plus prestigieux au monde. Pour s'y faire, le Japon commence un programme de modernisation intensif, en urbanisant le pays via l'installation de gratte-ciel, donnant une dimension industrielle à la ville de Tokyo. Des investissements massifs d'énormes capitaux sont mobilisés dans la construction d'installations sportives ultra-modernes telles que le Yoyogi National Gymnasium, basé dans le quartier de Shibuya. À l'avenant, pour donner une image de pays prospère et développé, le Japon fait installer avant la compétition des réseaux ferroviaires réservés au Shinkansen, le tout nouveau et révolutionnaire TGV japonais. Les Jeux Olympiques de 1964 furent l'une des meilleures éditions avec un succès médiatique conséquent et forçant le développement rapide de Tokyo, en installant des autoroutes, des lignes de métro et le Shinkansen. Ils ont ainsi permis au pays de célébrer son retour sur la scène internationale après l'épouvante qu'aura générée la Seconde Guerre mondiale. Cette progression aura permis à la fin des Jeux Olympiques de provoquer la culmination de la croissance économique du PIB japonais, sous le boom Izanagi. Le pouvoir d'achat est revu de manière à ce que tout le monde puisse se permettre d'avoir des équipements de dernière technologie, tels que la TV en couleur, la climatisation ou encore la voiture, les 3 C en référence à leur traduction anglaise. Ils représentent cette période du boom Izanagi. Plusieurs entreprises japonaises participent activement à ce développement fulgurant nippon, telles que Toyota, première entreprise japonaise. Cette marque de voiture a adopté une stratégie d'expansion rapide. Alors que dans les années 60, les marques de voitures sont vendues dans leur pays d'origine, Toyota mise sur un produit international qui s'implanta très tôt aux États-Unis en 1957 avec son modèle Crown, mais aussi en Europe en 1963 avec la même automobile. Son système de production innovant, le TPS, basé sur l'innovation continue de ses modèles, permit aussi de donner une image de qualité à la marque, encore en voie de développement à ses débuts. Pour élargir son influence sur le monde, elle se diversifie rapidement dans de nombreux domaines, tels que l'électronique, la biotechnologie et même l'aérospatiale. Toyota est également la première marque de voiture à se lancer dans l'hybridation, dès 1997 avec la Prius, faisant de la marque la référence en matière de voitures hybrides. Toyota devient rapidement la première marque automobile et devient un modèle pour tous ses concurrents. L'addition de ces valeurs ajoutées représente donc une grande partie du PIB japonais. D'autres sociétés vont s'engager dans le développement du Japon,
dans des domaines encore inédits, tels que Nintendo faisant son entrée dans le monde du jeu vidéo, alors qu'à cette époque, le média a été popularisé par l'entreprise Atari aux États-Unis et son Atari 2600, paru en 1977. Ooh, Atari's AFC battle. It comes with 27 games, but that's just for starters. You can get 9 cartridges, 187 games. Blackjack. Seulement, après un large monopole sur le marché, l'entreprise privilégia la quantité à la qualité en sortant des jeux vidéo de mauvaise qualité. Ainsi, la succession de mauvais jeux provoqua en 1983 le grand crash du jeu vidéo, les magasins ne voulant plus exposer de cartouches Atari. Cependant, c'est cette année-là qu'a choisi Nintendo pour s'attaquer au marché américain et japonais avec sa NES, présentée comme un jouet. Le public accroche et la firme met en place un système de contrôle qualité pour ne faire sortir que des bons jeux sur la console. La NES, Famicom au Japon, verra accueillir des grands titres de l'histoire du jeu vidéo tels que Mario, Zelda ou encore Castlevania. Ce média encore tout jeune est alors dominé par une entreprise japonaise dans les années 80, pays qui est perçu par tous comme le sanctuaire vidéoludique. Une dernière marque que nous n'avons toujours pas évoquée et qui pourtant est bien présente constamment de nos jours et qui a marqué l'industrie de l'électronique par ses produits révolutionnaires, nous allons bien évidemment parler de Sony et de ses révolutions en matière de technologie. Dès sa transition pour devenir officiellement Sony en 1956, la marque cible le marché international. Elle mise sur le progrès technologique en faisant paraître en 1979 le Walkman, un baladeur portable destiné à l'écoute de la musique d'une manière personnelle. Également, Sony voit beaucoup dans l'avenir du stockage numérique et pense pouvoir remplacer les divers supports de stockage tels que les cassettes ou même les disquettes. Ainsi, en 1982, il lançait le CD-ROM, avec une capacité de stockage bien plus conséquente. Alors que les disquettes pouvaient contenir un maximum de 1,4 mégaoctets de données, le CD peut en stocker 650, et cela pour un compact disque standard. Sony amène sa révolution dans le monde du jeu vidéo aussi, avec sa PlayStation en 1994. Elle utilise le tout nouveau support qui est le CD-ROM pour permettre aux développeurs bien plus de liberté, telle que l'utilisation de la 3D, secteur perçu comme l'avenir. Aujourd'hui, le conglomérat possède plus de 100 filiales, basées dans de nombreux pays et travaillant dans des domaines technologiques différents. Le Japon est une puissance économique majeure aujourd'hui. Beaucoup pensent que depuis la nuit des temps, le pays a toujours été développé, alors qu'au sortant de la Seconde Guerre mondiale, l'État avait subi 2 bombardements atomiques, de lourdes pertes humaines et était en proie à une famine dévastatrice. Malgré cela, grâce au soutien américain et la détermination du peuple japonais, le Japon vécut un véritable miracle économique en se développant à une vitesse fulgurante. Le pays a su ainsi se démarquer des autres en concentrant ses recherches sur le domaine technologique, seul moyen qui leur aurait permis de compenser la limitation de l'armée nippone. Qui sait, peut-être que les révolutions de Sony, la qualité des jeux vidéo de Nintendo, la diversité de Mitsubishi ou encore l'ingénierie de Toyota continuera de nous surprendre. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette vidéo traitant sur l'économie sera plutôt bien accueillie. Nous progressons très vite et nous sommes à 37,6% des 1000 abonnés. Alors abonnez-vous un maximum pour atteindre cet objectif au plus vite. N'hésitez pas également à liker et à partager pour faire découvrir la chaîne. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à la prochaine.